Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau stream de sciences humaines. On a un peu changé les horaires aujourd'hui, on est là un peu plus tôt que d'habitude. Peut-être que vous nous regardez en télétravail. Voilà, on est heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter du sujet de revivre après une épreuve. Euh, Maintenant, vous connaissez un petit peu le principe de Twitch, comment ça marche. Donc, encore une fois, on est à l'écoute de vos commentaires, de vos questions. N'hésitez pas à écrire dans le chat pendant tout le long de ce live. On se fera un plaisir de répondre. Si vous voulez avoir quelques infos supplémentaires, vous avez les commandes qui sont point d'exclamation livre pour avoir le livre d'aujourd'hui, point d'exclamation lien pour avoir le lien vers les éditions sciences humaines dont on va parler aujourd'hui, et point d'exclamation replay pour avoir l'adresse de notre chaîne YouTube pour revoir en différé tous les lives qu'on a fait depuis le début de l'année scolaire. Voilà, donc aujourd'hui je suis avec Agathe qui est à ma droite, Bonjour. qui est salut Agathe, qui est responsable de éditorial des éditions Sciences Humaines depuis 2017. J'ai noté Agathe, c'est ça? Exactement ça, ça fait pile 4 ans presque. D'accord. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un responsable éditorial? Qu'est-ce que tu fais? Responsable éditorial, je m'occupe principalement de la publication des livres, sachant que chez Sciences Humaines, on publie environ entre 13 et 15 ouvrages par an qui sont tirés pour une partie de la revue, parce qu'on a quand même beaucoup de matériel. Donc, pour rendre ça plus pérenne, on en fait des livres qui sont actualisés, mis à jour et augmentés pour la plupart du temps. Et on publie aussi des inédits. Et donc, moi, mon travail, c'est de préparer un programme éditorial un programme de publication sur une année, en accord avec Héloïse, notamment, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Et après, c'est tout le suivi éditorial d'une maison d'édition, donc c'est-à-dire le travail avec les auteurs, avec les imprimeurs, la fabrication, puis avec le distributeur, diffuseur, et enfin les libraires et les lecteurs. Donc voilà, c'est un travail au long cours, mais qui est passionnant. Ok, donc pour ceux qui ne savaient pas, Sciences Humaines, c'est pas seulement un magazine, c'est aussi des bouquins. Voilà. Donc Oui, c'est Agathe qui s'occupe de ça. Et donc on est aussi avec Héloïse. Agathe, je te laisse la présenter. oui, donc comme je viens de le dire, Héloïse, pour présenter plus généralement à des études de philosophie, sciences politiques et bien sûr journalisme derrière elle, et donc rédactrice en chef depuis 2014 de Sciences Humaines et aussi directrice de Sciences Humaines, d'où le fait que je travaille avec elle. Et donc c'est Héloïse qui a dirigé entre autres ce livre qui paraîtra demain, donc Revivre après une épreuve. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. On voit bien. Voilà. Et en fait, juste pour dire un mot sur le livre avant d'en discuter plus profondément avec Héloïse, c'est un livre donc dans la lignée de ce qui se fait chez Sciences Humaines, autant la revue donc, que les éditions, c'est-à-dire que c'est de la vulgarisation en sciences humaines et sociales. Donc ça veut dire qu'on touche à des domaines aussi variés que la philosophie, la psychologie et la sociologie, ce qui est notamment le cas dans ce livre. Et c'est pas du tout, malgré un nom qui pourrait peut-être le laisser penser, ce n'est pas un livre de bien-être. C'est pas un livre qui vous donnera la solution pour savoir comment affronter les épreuves de la vie, mais c'est un livre qui en fait fait le point sur toutes les recherches qui ont été faites en sciences humaines, donc dans les matières dont je viens de parler, sur le sujet. Et en fait, il vous permettra de trouver la clé peut-être euh, pour faire face aux épreuves de la vie qui sont nombreuses et variées, comme on va le voir, parce que ce n'est pas seulement faire face au décès d'un proche ou quelque chose comme ça. Il y a multiples épreuves dans la vie qui peuvent vous détruire, et ce livre tâche de balayer en fait un peu tout cela et de donner des clés. Donc, Héloïse, sauf si tu veux dire un mot avant qu'on commence.
Bonjour d'abord, bonjour à tous. Et merci pour cette présentation, Agathe. Non, je pense qu'on peut commencer à discuter de ce livre, bien sûr, tout de suite. Bah, du coup, ma première question, en fait, c'était de savoir justement comment, puisque c'est toi qui as dirigé l'ouvrage, donc dirigé, c'est-à-dire que non seulement tu as écrit des chapitres de l'ouvrage, mais également choisi quelles seraient les thématiques qui seraient abordées avec quels auteurs. Donc, en fait, nous expliquer un peu comment tu as choisi le fil rouge qui construit le sommaire du livre. Mm. Je pense que le point de départ de ce livre, c'est une interrogation sur le formidable succès dans la période récente de la notion de résilience, qui est une notion qui est portée notamment en France, mais pas que, par Boris Cyrulnik. Et qui nous a semblé révéler quelque chose d'assez fondamental, c'est-à-dire le retour de cette aspiration à retrouver sa force, son énergie, sa vitalité, sa vie après une épreuve traumatique. Euh, Pourtant, il n'y a pas que Boris Cyrulnik qui pense ce rebond après une épreuve. C'est même une thématique qui est aussi vieille que les sciences humaines, et même aussi vieille que la philosophie, que la littérature, peut-être même aussi vieille que l'humanité. Et il se trouve qu'à Sciences Humaines, on a, on a les bons outils, on a la bonne culture pour appréhender ce phénomène de reconstruction, de rebond, dans toutes ses dimensions, y compris ses dimensions critiques, parce qu'on est un observatoire de la pensée et de la pensée transdisciplinaire. Donc, s'il y a un fil, c'est d'abord le fil de la synthèse, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment dans ce livre rassembler des savoirs qui sont extrêmement dispersés sur voilà, ce que d'aucuns vont appeler la reconstruction, d'autres la résilience et d'autres le rebond, mais qui est au fond cette capacité plus ou moins forte qu'ont les humains, qui est parfois aussi entravée à vivre, revivre, parfois survivre après une épreuve mutilante où la vie a été menacée. Et ces savoirs, eh bien, ils sont aussi bien du côté de la philosophie gréco-romaine que du côté du courant post-traumatique dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est très en vogue outre-Atlantique. Mais on va aussi avoir des savoirs tout à fait intéressants, notamment en France, du côté de la sociologie. Je pense par exemple à la sociologie clinique avec des auteurs comme Vincent de Gaulle-Jacques. Et l'idée, c'était vraiment, voilà, dans un livre, dans un petit livre accessible, de rassembler toutes ces expériences et toutes ces connaissances sur ces phénomènes que chacun d'entre nous peut être amené à traverser. D'accord. Donc concrètement, en fait, le fil rouge, c'était ça, c'était d'essayer de quand même donner une vision globale, on va dire, de toutes ces questions. Et du coup, le choix parce que parlons concrètement de ce sommaire qui est quand même assez alléchant, puisqu'on y retrouve donc notamment un chapitre écrit par Boris Cyrulnik, pardon, un entretien avec Mathieu Ricard, des petites apartés, si on peut dire, de Christophe André pardon, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais enfin, en tout cas, des noms. Oui, entre autres, et on trouve aussi par exemple des auteurs comme Claire Marin, excellente philosophe que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas du tout dans la même veine que Boris Cyrulnik, par exemple, et même qui le discute et le conteste. Donc l'idée, c'était, au-delà d'une approche globale, c'était une approche un peu panoramique. Et on s'est appuyé en partie sur deux numéros qu'on a beaucoup aimé faire à Sciences Humaines, deux numéros de mensuels. Un qui s'appelait Les épreuves de la vie, où on s'était interrogé d'abord sur ce que c'est qu'une épreuve de vie. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie la même chose pour tout le monde d'ailleurs? Et puis un autre qui s'appelait la force de vivre, qui était vraiment sur cette idée, comment se relever après une épreuve, parce qu'on avait constaté, notamment en 2020, ce numéro date de 2020, qu'il y avait beaucoup de travaux nouveaux et une espèce de fièvre intellectuelle autour de cette notion d'épreuve, qui était notamment due à, évidemment, l'épreuve collective qu'on venait de vivre avec la pandémie de Covid. Oui, bien sûr.
Et donc, concrètement, parlons aussi de ce que c'est qu'une épreuve. Parce que là, dans le sommaire, donc, quand on le regarde de plus près, on voit qu'il est quand même, le livre est divisé en parties qui sont assez claires. Donc, on commence par quelque chose de plus global pour faire face aux épreuves. Notamment, vous parlez, toi, dans ton introduction, et Jean-François Dortier aussi dans un chapitre complet, de la théorie, non, c'est pas une théorie, mais de la technique du combattre, fuir ou subir, en fait. Et puis, c'est poursuivi par le chapitre de Boris Cyrulnik, justement, sur la résilience. Et après, on voit que se dessine dans le sommaire le traumatisme de la maladie, puis la guerre, l'enfance, l'amour, et on finit avec le travail, et quelque chose que moi je trouve très intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, sur la reconstruction en fait après une carrière qui a été assez atypique comme celle des grands sportifs, mais qui peut être vrai aussi, j'imagine, pour les acteurs ou les chanteurs quand ils ont été très connus pendant une période, et après, bah, c'est un petit peu la descente. Donc là, on voit qu'il y a quand même des parties assez différentes les unes des autres. Donc justement, est-ce qu'il y a un lien entre tout cela pour dire que ça a été une épreuve dans notre vie, et est-ce que c'est la même chose en fait de se reconstruire après la perte d'un proche, ou après avoir eu une maladie, ou apprendre qu'on est gravement malade, ou bien quelque chose qui peut paraître un peu plus futile, c'est-à-dire, enfin futile, c'est pas futile, mais quelque chose qui peut paraître moins grave, c'est-à-dire perdre son emploi à un moment donné, ou devoir changer de carrière. Je crois que ce qui réunit toutes ces expériences qui sont effectivement très, très disparates et qui ne nous affectent pas de la même manière, c'est quand même qu'elles relèvent de la perte. Je pense que le mot important, c'est vraiment la perte. C'est tout d'un coup, on perd quelque chose, on perd la santé, on perd quelque chose qui relève de l'identité. Quand on est un champion, on se définit aussi comme champion. C'est une identité statutaire très forte. On perd son travail, on perd son compagnon parce qu'on est dans une situation de rupture amoureuse, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des pertes. Et c'est des pertes avec lesquelles il faut composer et se recomposer. L'épreuve, elle fait d'une certaine manière sortir la vie de sa trajectoire. Elle amène le sujet à reconfigurer son expérience, quelquefois à reconfigurer son cercle amical, son cercle social, notamment dans le cas de la perte d'un emploi, mais aussi dans le cas d'une maladie, mais aussi dans le cas d'un deuil. Souvent, le cercle de proches se recompose, et ça amène bien souvent aussi à se poser la question de son identité, à redéfinir son identité. D'accord. Alors on peut développer, hein, si tu veux. Du coup, pour toi, Héloïse, Oui. que je comprenne bien, la perte de l'identité, c'est ça le cœur de l'épreuve en fait. Alors c'est pas la perte de l'identité, c'est une perte qui nous amène à redéfinir notre identité. D'accord. Mais on perd pas son identité. On perd une partie à ce Euh, moment-là. Voilà. Ok. Quand on a tous plusieurs identités, hein, des identités, on a tous plusieurs masques sociaux, existentiels, etc. Mm. Mais quand on perd quelqu'un qui nous est très très proche, comme un conjoint, comme un parent, comme un enfant, c'est une partie de notre identité Ouais, qui c'est vrai. s'abîme Mm. dans cette perte. Quand on perd son travail, eh ben, notre identité aussi est affectée. C'est vrai. Voilà, parce que on est tous à la fois un être un peu solipsiste, mais on est aussi en relation, et c'est très important chez les humains. On est des êtres d'attachement. Donc, quand certaines de nos attaches les plus importantes, qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales, se cassent, et ben forcément, notre identité se voit un peu bouleversée, et on est amené à la redéfinir. Mm. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si, c'est plus clair. Tout Expliquer à un fait. peu. D'ailleurs, c'est vrai que pour ce qui est du travail, on se définit souvent comme ça, et c'est vrai qu'on ne le pense pas forcément comme un traumatisme, le fait de devoir changer de carrière, perdre son travail.
Alors que, en effet, comme tu disais Agathe tout à l'heure, quand on est une star de foot par exemple, c'est comme ça qu'on se définit. Mais chacun se définit aussi par son boulot. Enfin, moi, quand je croise des gens que je connais pas, les conversations au début, c'est souvent tu fais quoi dans la vie? Et on va parler du Exactement. travail, parce que c'est ce qu'on est, quoi. Et du coup, oui, on comprend que ça soit une épreuve de perdre cette partie de son identité, quoi. Voilà, alors ça dépend là encore, hein, c'est-à-dire on peut perdre son travail de manière tout à fait volontaire et heureuse, comme C'est on vrai. peut le perdre de manière involontaire et très douloureuse. Et en fait, on voit ça un peu dans toutes les situations hein, de perdre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario type de reconstruction. Même dans les épreuves les plus douloureuses, on voit que certains vont rester piégés à vie par leur traumatisme, tandis que d'autres vont finir par voir, même quelquefois assez rapidement, leur malheur comme une bénédiction Hmm. qui les a amenés à mener une vie plus authentique, par exemple. Donc il faut être très prudent en fait avec les scénarios tout faits et plaqués sur les situations. Voilà, c'est aussi ce qu'on a essayé de dire hein, dans ce livre, c'est d'aborder ces épreuves de vie de la manière la plus fine possible, en montrant justement toute la variation des situations et des réactions humaines. Sur les épreuves, je voudrais quand même dire qu'il y en a, et il ne faut pas non plus tout amalgamer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'épreuves qu'on pourrait appeler les épreuves extrêmes ou les épreuves vitales, qui ne sont pas tellement comparables à un changement professionnel d'un cadre qui va passer d'un cabinet d'avocat à un autre, si Oui. tu veux. Ah oui, c'est sûr. On ne peut pas comparer, on ne peut pas non plus tout relativiser et tout mettre, tout égaliser. Hmm. Euh, les situations les épreuves vitales qui sont quand même au cœur du livre, c'est vraiment celles qui menacent la vie en fait, hein, qui menacent la vie et qui menacent notre intégrité de sujet. Et en fait, celles-là, ben, voilà, c'est celles qui ont trait à la maladie, qui ont trait au deuil, au viol, à la séparation. Effectivement, la séparation, on meurt encore d'amour aujourd'hui, c'est ce que dit Claire Marin, et c'est vrai, on meurt encore de chagrin d'amour. Hmm. C'est évidemment la guerre, les catastrophes, les attentats, la souffrance, la torture. Et puis la dépendance liée à l'âge aussi, à laquelle on pense moins comme une épreuve, mais parce que c'est la perte par excellence. C'est-à-dire tout d'un coup, on se sent perdre son autonomie. Et c'est une perte qui est aussi très douloureuse et à partir de laquelle, effectivement, il faut se redéfinir et repenser la suite de sa vie. J'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu nous parles justement de cette théorie du combattre, fuir, subir, qui seraient les trois façons, ou les trois réactions en fait que l'humain pourrait avoir face à une épreuve de cet acabit. Oui, mais bien volontiers, hein, donc, en fait, qui fait référence aux travaux de Henri Laborie dans les années 70, qui avait commencé, comme beaucoup de chercheurs, à observer des rats et des rats en situation de stress, c'est-à-dire des rats qui se faisaient agresser par d'autres rats. Et il avait constaté que dans une telle situation, le rat n'avait pas 36 000 stratégies possibles. Au fond, il en avait trois d'étaler, c'est-à-dire partir, fuir, hein. Ne rien faire, ça veut dire courber les chines et puis se faire taper dessus et souffrir en attendant que ça passe. Et puis la troisième stratégie, c'est combattre, c'est-à-dire rentrer vraiment dans une stratégie d'action et de combat par rapport au rat agresseur. Et en fait, quand on regarde d'autres travaux par la suite de psychologie ou même de sociologie, on retrouve toujours ces trois grandes stratégies. C'est-à-dire que, par exemple, Albert Hirschman, qui est un socio-économiste, qui lui a travaillé sur les employés dans des situations de stress professionnel, il constatait que, il y avait trois stratégies observables: la fuite, exit, la protestation, qui pourrait être une forme de combat. Donc on retrouve cette attitude de combat dans la protestation, voice, et puis ne rien faire et rester à son poste de manière résignée, ce qu'il appelait en gros la loyauté, la loyalty.
Donc là encore, on retrouve absolument les stratégies observées par Laborie. Et en fait, on peut les percevoir dans chacune des situations que je viens d'énoncer. C'est-à-dire que ces trois stratégies, même aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux autour du coping aux États-Unis. Donc, c'est le faire face. Et on retrouve là encore ces grandes attitudes fondamentales. Évidemment, la question que tu vas me poser, c'est est-ce qu'il y a une stratégie qui est plus efficace que l'autre, j'imagine. Et en fait, c'est pas si clair parce qu'à première vue, on a toujours tendance à penser que le combat, c'est la stratégie la plus efficace parce qu'on est dans une idéologie aussi de l'action aujourd'hui. Et d'ailleurs, souvent, les malades, par exemple, de cancer, témoignent de ce que tout le monde leur dit, il faut se battre, il faut se battre. Et c'est souvent très compliqué de savoir à quoi ça fait référence quand on est soi-même malade dans un lit d'hôpital, accablé par des traitements. On se dit, mais me battre contre quoi? La maladie, elle est en moi. Je ne sais pas comment on fait pour se battre dans ces cas-là. Et quelquefois, même se battre, ça peut conduire à l'épuisement, en fait, et un épuisement inefficace. Donc, le combat, eh ben, ça peut être utile de chercher des moyens d'action, de se sentir agir, mais ce n'est pas forcément la meilleure stratégie ou pas toujours. La fuite, elle a mauvaise presse. Aujourd'hui, on dit la fuite, c'est le renoncement, c'est la lâcheté. Elle est associée à des termes assez péjoratifs. Alors là, je vais prendre le raisonnement inverse. On peut aussi considérer que la fuite, c'est parfois un acte de courage dans des situations sans issue. Eh bien, il vaut mieux parfois faire comme le rat et d'étaler quand on est dans une situation où le travail ne nous apporte que de la souffrance. Eh bien oui, il vaut peut-être mieux partir. Quand on est dans un couple où on se fait humilier, taper dessus, eh bien oui, il faut quelquefois savoir faire ses bagages et s'en aller. Quand on est dans un pays où notre vie est menacée, où notre identité où on est menacée, où on n'est pas reconnu, eh bien oui, la fuite, c'est-à-dire la migration, l'émigration, est parfois la bonne solution. Et puis, ne rien faire, alors là, ne rien faire, là encore, on a l'impression que ça ne peut pas être la solution. Et pourtant, il y a beaucoup de témoignages de traumatisés qui expliquent qu'il est arrivé un moment où ils ont courbé les chines, ils se sont recentrés sur eux-mêmes de manière vue de l'extérieur passive, mais c'était au fond une manière de mieux ressentir dans le creux de l'épreuve à la fois leurs ressources possibles et aussi leur humanité pour pouvoir, dans un second temps, repartir. Et que ce moment de passivité et de souffrance intensément vécue, finalement a été propice après, dans un second temps, à une reconstruction. Donc voilà, je ne fais pas l'éloge de la fuite ou de la soumission, mais je dis méfions-nous de nos préjugés, qui sont des préjugés reliés à notre moment, à des idéologies du moment, qui est très orientée vers l'action, vers le combat. Le combat, ça marche parfois, mais pas toujours. Ouais. Je pense, ça fait écho, je trouve, à ce que tu disais en introduction, mais aussi à un des premiers lives qu'on avait fait avec Fabien Trécourt sur les philosophies antiques. Dans le livre, il y a un chapitre qui a été écrit par Maël Gorzin, Comment affronter la mort, où justement, en fait, il parle de tous ces philosophes de l'Antiquité, Socrate, Platon, Épicure, Sénèque, en rappelant qu'il est important malgré tout de faire appel à eux, en fait, justement pour faire face à la mort, quand, bon, de toute façon, nous avons tous mourir, mais parfois quand on sait qu'elle est inéluctable lorsqu'on est malade, etc. Et je veux bien, si tu es d'accord, d'en dire un mot justement sur ces différentes façons de voir, d'affronter la mort avec Socrate. Donc lui, il parle de Socrate, Épicure, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Donc, Ouais, très bel article, hein, espérer avec Socrate, se raisonner avec Épicure, s'exercer avec Sénèque, hein, où on retrouve la tradition des exercices spirituels, hein, qui ont notamment été beaucoup étudiés par Pierre Hadot, un grand historien de l'Antiquité. Se détacher avec Épictète, hein, on connaît son expression, ce qui dépend de moi,
ce qui ne dépend pas de moi, je peux agir sur ce qui dépend de moi et je dois arriver à trouver du recul avec ce qui ne dépend pas de moi. Méditer avec Marc Aurèle. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que on redécouvre ces auteurs. Épictète a vu ses ventes exploser l'année dernière, plus de 30% sur le manuel d'Épictète, dans le contexte de la pandémie, qui ont posé déjà sur la table beaucoup de ressources possibles pour les humains. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du coping. Le coping, ça veut dire faire face en anglais. Les anglo-saxons travaillent beaucoup sur les attitudes de coping en distinguant en gros trois types de coping. On retrouve un petit peu combattre, fuir ou subir. Le coping orienté vers l'action, où on va chercher des modes d'agir face à l'épreuve, des solutions aussi. Le coping évitant, qui relève de la fuite, et puis le coping centré sur les émotions, qui consiste non pas à affronter directement le problème, mais à modifier son attitude face à ce qui nous pose problème, en prenant de la distance, en cherchant du soutien émotionnel auprès de proches, en prenant soin de soi par du sport, par du yoga, par des bons petits repas, par des voyages, en faisant de la méditation aussi. La méditation se développe beaucoup en ce moment en France. Or, toutes ces attitudes qui relèvent du coping émotionnel, elles sont décrites de façon magistrale, au fond, par chacun des philosophes qu'on a cités tout à l'heure. C'est ça. Donc, on n'a rien inventé. Et donc, une question quand même, je pense, assez cruciale. Est-ce qu'il est possible, je pense, on l'a évoqué un petit peu, mais de se reconstruire, est-ce qu'il est toujours possible, en fait, de se reconstruire après une épreuve? C'est une question. Alors, la réponse... Là pour le coup, mais... En fait, c'est une question importante parce que c'est vrai que avec la popularisation de la notion de résilience, c'est aussi populariser l'idée que c'était toujours possible de remonter la pente, en gros. Ce qui est une idée qui a reçu un certain nombre de critiques, c'est-à-dire que certains y ont vu aussi une forme de glorification d'efforts, ceux qui arrivaient à remonter la pente au détriment de ceux qui n'y arrivaient pas. Une forme d'idéologie aussi néolibérale, glorifiant l'individu résistant, l'individu puissant. Ce qui n'est pas du tout, je pense, le sens des psychologues de la résilience au départ. Mais enfin, voilà, avec la popularisation de cette notion, c'est aussi populariser cette idée que c'était toujours possible, si on voulait, de remonter la pente. Or, c'est faux. Bien sûr qu'on peut encore, comme je le disais tout à l'heure, se retrouver piégé à vie par un traumatisme. Bien sûr qu'on peut mourir d'amour, mourir de chagrin, qu'on peut, on peut se suicider aussi suite à un traumatisme. C'est des choses qui sont réelles. Donc non, on se reconstruit pas nécessairement, et c'est justement tout l'effort de cette psychologie de la résilience aussi, de comprendre pourquoi et par quelles ressources certains arrivent à remonter la pente et d'autres non. À l'origine de cette notion, il y a une psychologue américaine qui s'appelle Amy Werner, qui avait étudié dans les années 70 700 enfants aux États-Unis qui étaient sans famille et qui avaient été victimes d'agressions très, très graves, des agressions sexuelles et physiques. Et elle les a suivis sur plusieurs décennies pour observer leur devenir. Et en réalité, comme le dit d'ailleurs Boris Cyrulnik, il y a 70% de ces enfants qui sont devenus des adultes en souffrance, des adultes qui dit massacrés. Donc le terme, il est fort. Et puis, il y en a 28% qui vont bien. Il y en a 28% qui ont fait des études, qui ont construit une famille,
qui n'ont pas de troubles psychologiques décelables ou d'angoisse. Et donc, c'est justement ce mystère qu'essaie d'élucider la psychologie de la résilience. Et alors, est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est une question de personne? Est-ce que c'est une question de contexte? Est-ce qu'on ne sait pas trop? Alors, il y a plusieurs. Il ne peut pas y avoir de réponse unique à une telle question, mais ce qui fait plutôt consensus quand même parmi tous les chercheurs, et d'ailleurs, quelle que soit leur origine disciplinaire, c'est que effectivement l'environnement joue une place déterminante, c'est-à-dire que le fait de pouvoir bénéficier sur le long terme et dès le début de l'épreuve en fait d'un soutien affectif fort, d'un environnement verbal aussi qui permet la mise en récit de l'épreuve qu'on a traversée, c'est-à-dire permettre voilà, de raconter son histoire, quoi, tout simplement. Avoir la possibilité de raconter son histoire et de sortir d'un magma informe quelque chose qui est une forme et qui permette aussi de rouvrir l'avenir, de refaire des projets et de se redéfinir, hein, ce que je disais au début, de se redéfinir une identité ou de se donner la possibilité de la redéfinir et de la redéployer, son identité. Ça, je crois que c'est très important. Voilà, et puis ça dépend aussi de la menace traversée, de l'épreuve traversée. Il y a certaines épreuves, on l'a dit, qui sont plus brutales que d'autres. De l'opportunité aussi de s'engager et de pouvoir s'engager dans de nouveaux projets. Quelquefois, on n'a tout simplement pas l'opportunité. Alors, c'est très, très important pour, comme je disais, rouvrir l'avenir, pouvoir s'engager dans des projets. Donc ça, ça dépend aussi du contexte scolaire, professionnel, associatif, amical. Il y a aussi quelque chose qui peut intervenir, c'est la réflexivité. En fait, quelle réflexivité l'individu a sur l'épreuve qu'il a traversée. Et certaines ont spontanément une réflexivité importante, d'autres moins, vont plutôt être dans l'épreuve pure, c'est-à-dire dans l'éprouvé pur, dans la souffrance, et vont moins être dans la tentative effectivement de donner du sens à ce qui leur arrive. Voilà. Après, là encore, il suffit pas de trouver du sens à ce qui nous arrive pour guérir de son malheur. Quelquefois même, on cherche du sens et à force de ne pas en trouver, on est encore plus malheureux qu'avant. Donc voilà, mais il existe des ressources plus ou moins disponibles et il existe aussi des formes de soutien possibles. L'écriture peut être une façon de se reconstruire, par exemple. Une thérapie peut aider. Donc là, on montre aussi dans le livre les différentes thérapies et comment elles ont été évaluées pour se reconstruire. On peut se reconstruire par l'art. En fait, voilà, on peut se reconstruire par un projet humanitaire. Il y a des associations qui travaillent aussi sur, par exemple, la mise en mouvement physique, la marche, par exemple, se reconstruire par des longues marches. Voilà. Et puis, il faut aussi savoir que dans tous les cas, ça prend du temps. Voilà, il faut du temps pour se reconstruire. Il y a des reconstructions qui se font seules avec le temps. Voilà, on va pas dire avec le temps tout s'en va parce que c'est pas vrai, mais néanmoins le temps travaille pour nous. Et par exemple, dans les cas de deuil d'un conjoint, on constate qu'au bout d'un an et demi, souvent les endeuillés ont fini par retrouver un équilibre. Voilà, mais un an et demi. Voilà, faut pas demander au bout de 3 mois à quelqu'un qui a subi un deuil, par exemple, faut aller de l'avant. Il faut accepter que la reconstruction prenne du temps. Ensuite, les situations qui aident les personnes à se reconstruire sont celles d'abord qui apportent un soutien émotionnel, un soutien empathique aux personnes en souffrance. On a besoin des autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est des êtres d'attachement
Et donc, on a besoin de se sentir accueilli, écouté, entouré dans les situations de perte, hein, et de douleur. C'est notamment aussi ce qu'apprenaient les anciens, hein. Je pense à des auteurs comme Boès, tous ceux qui ont travaillé sur la consolation. Il ne suffit pas de se tenir à distance honorable, respectable. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un qui a perdu son amour, un de perdu, 10 de retrouvé. Ça ne marche pas du tout. Il faut plutôt se mettre dans une posture un peu d'humilité et face à quelqu'un qui souffre et reconnaître sa perte. Le fait de voir sa perte reconnue, c'est quand même une étape assez fondamentale quand on fait face à une souffrance qui nous isole du reste du monde. Voilà. Ça permet de retrouver le chemin de la société. Donc ça, c'est très important. Le soutien empathique. Et puis l'autre chose, c'est toutes les situations qui vont permettre de mettre de la réflexivité dans ce qu'on vient de vivre, de donner une forme à l'informe. Donc ça va être par exemple le fait de pouvoir parler, de pouvoir raconter son histoire. Ça peut être dans le cadre d'une thérapie, mais ça peut être tout simplement avec une feuille, un stylo. L'écriture est un formidable levier pour retrouver la trame de son existence, lui donner du sens, de donner une forme et une hiérarchie à ce qui nous est arrivé. L'art peut être aussi une solution. Voilà. Et puis tout ce qui permet de se remettre en route. Et se remettre en route, ça passe aussi par la santé physique. Donc, c'est retrouver le sommeil, c'est retrouver une alimentation équilibrée, c'est retrouver une activité physique. Il y a certaines associations, par exemple, qui proposent des longues marches à des jeunes qui ont vécu des traumatismes. Parce que la marche, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une thérapie, c'est aussi une façon de se remettre en route. Oui. Il y a d'ailleurs le dernier chapitre du livre qui est composé par les rédacteurs de Sciences Humaines, donc ça s'intitule 10 façons de se reconstruire. Et effectivement, on retrouve ce que tu dis avec des thérapies, donc passer un peu au crible les thérapies existantes et leurs efficacités. Et puis les cellules psychologiques, ce qui peut exister par exemple après un attentat ou même dans des collèges ou des lycées, s'il s'est passé quelque chose de grave, l'équithérapie, parce que c'est vrai que les animaux, et j'ai l'impression que c'est un phénomène de plus en plus courant, en fait, aident les personnes malades ou handicapées ou en situation de traumatisme à se reconstruire. Écrire, effectivement, comme tu le disais, mais ça, c'est vrai qu'il suffit de rentrer dans une librairie et de regarder ce qu'il y a sur les tables du libraire et voir le nombre de livres qui sont des formes de thérapie, exactement. Hein, notamment, on l'a vu avec dernièrement, cette dernière année, avec les livres témoignages sur l'inceste ou le viol. Le Ouais. rire, il y a un très joli... D'ailleurs, c'est pas forcément écrire des livres, hein. Je cite dans le livre Anne Sylvestre, qui est passée par la chanson aussi pour se reconstruire. Et voilà, ça peut être des formes très brèves, ça peut être voilà, de la chanson, du slam, et pas forcément des grands romans ou des grands Ouais, témoignages. ça peut même être un journal intime, hein, quelque chose qui est voué à rester dans son tiroir. Mm. Le rire aussi, parce que on en parle souvent, marcher, effectivement, laisser le temps au temps, est-ce que tu disais qui est quand même la, a priori la principale chose à faire, c'est de laisser le Alors, temps. c'est forcément une réponse un peu décevante, hein, laisser du temps au temps. On dit, bon, bah voilà, parce qu'on aimerait bien sûr que la personne aille mieux, que soi-même on aille mieux après une épreuve, mais voilà, le temps fait quand même beaucoup de travail, quoi. Et il faut aussi lui faire confiance. Mm, mm. Tu l'as Ce abordé brièvement tout à l'heure. Ah, pardon, Agathe, tu voulais continuer peut-être. Non, non, je finis juste, mais Vas-y. c'était juste Après, effectivement, tout dépend des situations vécues, puisqu'on retrouve effectivement un article sur les groupes de victimes qui permettent de parler entre personnes qui ont subi un traumatisme et d'échanger. Faire justice, donc c'est-à-dire appeler à la justice de son pays
pour passer outre le traumatisme qu'on a vécu, et bien évidemment l'art qui, pour moi aussi, recoupe en quelque sorte l'écriture, mais là, bon, on parle plus d'art pictural a priori que d'écriture, mais qui est une forme effectivement de libération de la parole. Donc voilà, donc ça, ce sont 10 façons de se reconstruire. J'imagine qu'il y en a beaucoup plus et qu'elles diffèrent selon les personnes et les traumatismes vécus. Hugo? Ouais, moi j'avais une question parce que Héloïse, donc t'en parlais un petit peu, j'ai l'impression que tout à l'heure, tu as signé un chapitre dans ce livre qui s'appelle L'art de la consolation. Moi j'aimerais bien Ouais. savoir si après avoir écrit ou coordonné un livre comme ça a changé la façon dont tu consolerais quelqu'un qui connaît une épreuve autour de toi. Ouais, oui, oui. Alors, je dirais qu'avant même d'écrire ce livre, j'avais lu un très beau livre sur la consolation du philosophe Michael Fessel il y a quelques années, qui là était vraiment un livre assez savant sur la grammaire de la consolation chez les philosophes antiques. Mais derrière la dimension savante, il y avait un certain nombre de postures qui m'avaient impressionnée, notamment le fait de se mettre à hauteur de la personne. Par exemple, si c'est un enfant, ne pas hésiter à s'agenouiller. Comment toucher aussi les personnes, par exemple, sans être invasif. Une main sur l'épaule, ou voilà, ou jusqu'où on va dans le fait de toucher la personne, parce que le geste du toucher peut être aussi extrêmement apaisant, en fait, mais il peut être aussi intrusif. Donc voilà, trouver cette bonne distance, les bons mots, c'est-à-dire, voilà, effectivement, la consolation passe beaucoup par la métaphore, c'est ce que nous apprennent les anciens. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on va essayer de trouver des métaphores, on va parler de voyage, on va dire, c'est Sénèque, je crois, qui dit à propos d'un enfant perdu, euh, à sa mère, au lieu de compter ses années, compte ses qualités, tu verras qu'il a assez vécu. C'est une étrange équation, mais en même temps qui a un pouvoir de consolation. Donc le travail sur la métaphore. Et puis, effectivement, connaître ses limites aussi, c'est-à-dire que face à... En fait, il y a deux souffrances qui se superposent dans une épreuve de vie. Il y a la souffrance de la perte, qui est souvent intense, quelle que soit la situation, soit un deuil, une maladie, une rupture amoureuse, mais il y a aussi la souffrance de la souffrance, c'est-à-dire le fait de se sentir euh, totalement isolé et incompris dans sa souffrance. Et même de se sentir marginalisé de la société, mis en dehors de la société. Et ça, euh, c'est une souffrance supplémentaire, quoi. Et le consolateur, il sait il peut pas faire grand-chose sur la perte, sinon la reconnaître. Mais par Hmm. contre, il peut apaiser cette souffrance de la souffrance, qui est cet isolement radical dans lequel se trouve celui qui souffre. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est des choses que j'ai pu mûrir à la lecture de Michael Fessel, de Boès, et puis d'autres encore, hein, même dans des témoignages très contemporains. Je pense au livre, par exemple, d'Anne-Dauphine Julien, cette journaliste qui avait perdu deux de ses filles d'une maladie génétique rare. Comment on se relève d'une épreuve pareille. Voilà, c'est des lectures aussi qui m'ont amené à réfléchir. Et je me suis retrouvée il y a quelques temps dans une situation très brutale où j'ai dû consoler un enfant qui n'était pas le mien et que je ne connaissais pas bien. Pour tout vous dire, c'était une petite fille qui venait de perdre son père. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne de manière intempestive. C'était une petite fille qui venait de perdre son père dans un accident de voiture, donc une situation assez insoutenable. Hmm. Et sa mère ne savait pas gérer ça, ce qui est de toute façon ingérable. Et tout d'un coup, c'était sur une situation de loisir, en fait. Et m'a dit, elle réclame son père, occupez-vous-en, je peux plus. C'est une petite fille de 5 ans. Et donc, j'ai eu un moment un peu de sidération en disant, Pas mais facile, hein. qu'est-ce que je peux faire? Et puis, m'est revenue en tête toute cette grammaire que j'expose aussi, hein, dans le livre. Et donc, voilà, je me suis agenouillée. Et puis, j'ai eu cette phrase aussi qui m'est revenue en tête, c'est-à-dire il faut accueillir la souffrance de l'autre tout en le remettant dans la vie. Voilà. Et donc, relancer, parler aussi de l'avenir, parler de projet, parler de la vie, en fait, parler de la vie. Et,
Et je crois qu'un joli lien s'est noué avec cette petite fille que j'ai continué à voir pendant les mois et les années qui suivent, sans tellement qu'on ait besoin de parler du traumatisme qu'elle avait subi. Mais voilà, parce qu'un lien tout simplement s'était créé. Et puis voilà, le, le lien, c'est ça qui est le plus important dans ces situations-là. Enfin, Mm. parce que comme je disais, faut savoir ses limites. La perte, on ne peut pas y faire grand-chose quand on est dans la posture du consolateur. On peut agir sur la souffrance de la souffrance. Ok, Une merci. belle, une belle anecdote. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. Ça me rappelle Moi, je sais pas. ça me rappelle quelqu'un que je connaissais qui traversait un moment difficile et qui m'avait dit que une des choses qui l'avait marqué, c'était qu'une de ses amies était venue la voir quasiment tous les jours, même quand elle avait dit qu'elle voulait être seule. Parce que il y avait ce côté où, comme elle vivait une épreuve, elle voulait pas être un poids pour les autres, et donc elle disait tout le temps laissez-moi, je vais me débrouiller, je veux pas être un poids pour vous. Et en fait, son ami avait compris que derrière ce discours de je veux pas être un poids pour vous, il y avait voilà ce besoin qu'on prenne en charge un peu cette souffrance de la souffrance, et juste qu'on soit pas isolé. Et ouais, du coup, ça me rappelle ça, et c'est vrai que ça me semble quelque chose d'important, quoi. En fait, l'OMS distingue de manière très nette la douleur, qui est le sentiment de malaise et de mal-être, qu'il soit physique ou psychique, social, et la souffrance. La souffrance, c'est vraiment un rapport au monde et un rapport d'étrangeté, d'isolement au monde qui est bien plus fondamental et existentiel en fait que la seule douleur. Et, euh, et c'est vrai que voilà, dans ces situations-là, eh bien, il y a besoin d'un tissu, d'un tissu d'attache Mm. qui peut nous soutenir. Et c'est important. C'est quelque chose aussi qui commence à cheminer, mais doucement, dans le milieu du soin, parce qu'effectivement, on se rend compte que l'empathie, c'est quelque chose qui est utile, mais qui est aussi très fatigant pour les soignants. Et puis, il faut garder quand même une distance, pas se tromper de relation. Et pourtant, il y a besoin de cette empathie pour ceux qui Mhm. souffrent et pour leur famille. Ok, la fin approche. Agathe, je vais te laisser le mot de la fin, peut-être. Ouais, oui, alors merci Héloïse parce que tu nous as beaucoup éclairé effectivement sur ce livre qui est complet et qui, à mon avis, peut non seulement intéresser des personnes qui sont dans des situations compliquées, mais aussi celles effectivement qui peuvent accompagner ou des gens autour d'elles qui subissent ce genre d'épreuves, mais tout simplement c'est un livre, je crois, qu'il est important de lire pour juste savoir, parce que bien sûr, qu'on le veuille ou non, on sera tous un jour confrontés à une épreuve difficile. Voilà. Sinon, juste pour donc montrer le livre, là, Hugo montre le livre, la couverture à l'écran. Ouais, Euh, mention spéciale à Marie Dortier, J'allais l'artiste dire, qui l'a illustré. voilà, j'allais montrer effectivement ce livre. Donc, c'est la collection Barbara. Qui a été totalement illustrée par Marie Dortier pour beaucoup de nos livres, mais notamment celui-ci. Et donc, ce sont des livres où, à chaque entrée de chapitre, on a une illustration qu'elle a composée en fonction de la thématique, bien évidemment, du chapitre. Donc voilà, c'est un très beau livre. Donc ça peut faire également un beau cadeau. Voilà, il y a des illustrations aussi à l'intérieur, ce qu'on appelle dans le jargon éditorial des effets lapins. Euh, voilà. Donc c'est un très joli livre, très intéressant. Vous voyez qu'il se lit bien parce qu'il est composé de chapitres assez courts, d'encadrés à part en fait qui font l'objet voilà de pages un peu colorées différemment en arrière-fond qui permettent de les remarquer assez rapidement quand on feuillette le livre. Et donc, il sort demain en librairie et également sur notre site internet où il sera disponible à partir de demain pour voilà, la modique somme de 20 euros.
Et je tiens à ajouter, Agathe, parce qu'on m'a posé la question aussi, Oui. que ce n'est pas un livre triste. Ah non, Enfin, Bah, je la crois pas. couverture laisse pas penser que c'est un livre triste. Non, non, non. elle voit l'avenir dans ses lunettes. C'est ça. C'est pas un livre de développement personnel où on propose des recettes à toutes les pages. Ce serait faux de dire ça comme ça. Mais néanmoins, on y trouvera des ressources, à la fois si on est confronté à une épreuve, ou si l'un de nos proches est confronté à une épreuve. Je pense vraiment qu'on peut y trouver des ressources comme moi, j'en ai trouvé dans la situation que je vous racontais tout à l'heure avec cette petite fille que j'aime beaucoup. Ok, ben, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Héloïse, merci beaucoup Agathe, merci à toutes les deux d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, nous sur Twitch, pour une discussion avec deux autres journalistes. Là, on n'a pas de sujet particulier à aborder, ce sera une FAQ, donc une foire aux questions. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, venez. Donc c'est mercredi prochain à 18h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.